Bonsoir, merci d'être là donc pour accueillir Blaise Agresti. Je te laisse te présenter en 2 minutes parce que tu es quand même un personnage dans la vallée. Un personnage, je sais pas, mais en tout cas, guide de haute montagne, ancien responsable du secours, ici il y a quelques années maintenant, c'est vieux. Et, euh, et puis voilà, après j'ai dirigé aussi l'école qui forme les gendarmes de haute montagne à 2 reprises. Et puis voilà, je suis très content de la réédition de ce livre. Et donc voilà, tu avais écrit In Extremis, la première version c'était il y a. 2005, C'était encore. je pense, hein, Ouais. je sais Oui, pas. il y avait encore Michel Guérin, non? Bien sûr, Oui, il y avait encore Michel. bien Hein, sûr, ouais. ça a été un super moment. Donc Sorti était. ici au Majestic, ça avait été un très beau moment, parce qu'il y avait Ouais. pas mal d'anciens de la création, je crois que sur les 12 qui ont été à la création du PGHM, qui s'appelait GSHM, à la soirée de lancement, il y en avait 10 qui étaient là. Ah ouais, Et là, je crois quand que même. le dernier a disparu cette année. Bel hommage donc. Je Du les coup, avais, en fait. ouais, c'était Ouais. important pour moi Parce qu'il n'y d'ailleurs. avait pas un vrai livre d'histoire qui raconte tout ça. Aucun livre, en tout cas, qui balaye l'ensemble de cette tranche d'histoire. En tout cas, Donc, elle n'est pas, secours elle est pas en montagne. exhaustive. Hein, c'est bien une épopée du secours dans le Massif du Mont Blanc, parce qu'il y a plein de choses qui pourraient être racontées sur les siècles d'avant. Mhm. Il y a un siècle et demi, là, on se concentre quand même plutôt sur les histoires de Oui, sur la 1957-8 modernité. Ouais, à aujourd'hui, quoi. ouais. Mhm. Donc, In Extremis, 3e version. 3e réédition, 5e réimpression. Oui, pas mal, quel succès. Ah Hein. ouais, bah écoute, je Quel suis ravi. succès. Mais là, par contre, on n'est plus dans la collection texte et images avec la version toilée. C'était un choix de l'éditeur. Hein, voilà. Bah, je pense que la narration du secours est assez visuelle, donc c'était aussi logique peut-être de passer dans une édition un peu plus qui valorise un petit peu mieux l'iconographie. Complètement. Et donc, alors l'histoire des secours en montagne, la plupart des gens donc ils connaissent toujours un peu l'événement fondateur, donc qui vient du drame de Vincent Don et Henri, qui a été vraiment un des drames les plus médiatisés à l'époque, et on s'est rendu compte que quand même tout ça manquait d'organisation. Oui, alors là tu vois, j'ai remis un autre truc que j'aborde pas assez peu dans ce livre et qui est quand même hyper important. C'est qu'avant Vincent Don et Henri, il y a eu quand même un drame fondateur, un autre. Ouais. Qui est celui-là. Attends, voilà. Ici, par Ouais, celui-là. Ben, on en a beaucoup parlé là, Oui, avec voilà. la création de la compagnie Tout des à guides. fait. Mais Ouais. je veux dire, c'est important de voir qu'il y a quand même deux grands mouvements, en fait. Il y a Vincent Don et Henri, mais il y a eu cette histoire de Dr Hamel qui est quand même à la fondation du métier de guide. Ouais. Et c'est étonnant que ce soit deux opérations, enfin deux drames, parce qu'il n'y a pas eu de secours dans cette histoire-là, c'était en autosauvetage, mais qu'il y a eu deux événements en fait qui sont des accidents de montagne. Pour que les choses changent. Qui un crée le métier de guide, l'autre crée une organisation professionnelle du secours. Donc c'est toujours un peu le même lien de causalité. Voilà, donc juste pour revenir sur Vincent Don et Henri, effectivement je remets les images là. Voilà. Mais tu as raison. Donc en 2 mots, Vincent Don et Henri, on sait qu'il y a eu un sur-accident. On a essayé de les secourir. Disons d'abord c'est une histoire qui aurait pu ne pas se produire parce qu'en fait quand ils arrivent au bivouac de la Fourche ils renoncent et je mets souvent cette image maintenant pour en parler, donc je mets l'itinéraire de l'éperon de la Brinve et en fait on se rend compte que s'ils n'avaient pas rencontré Bonatti ils auraient fait demi-tour et il n'y aurait pas eu d'affaire Vincent Don et Henri, donc il ne faut pas l'oublier, c'est qu'ils avaient analysé la situation comme étant seulement compliquée pour ne pas y aller et c'est l'aura de Walter Bonatti qui fait qu'ils se sentent le courage d'y retourner. Bon, après l'histoire elle est connue, avec notamment cette histoire de ce crash. Je peux remonter les images qui sont très connues. Et moi Voilà, c'est surtout ça. Ouais, et puis cette photo en particulier, donc le crash qui fait que voilà, il y a un secours dans le secours. Mais je voudrais juste insister sur cette photo-là que j'ai remise un peu plus loin. Parce qu'on a une photo de Vincent Don et Henri. On n'aurait jamais dû avoir cette photo-là. Parce que c'est Honoré Bonnet, juste après le crash, il vient de se crasher. Et il y a un journaliste, alors je ne sais pas si c'est Philippe Gossot ou un autre journaliste à l'époque, je ne sais pas exactement qui lui donne l'appareil. Mais on a cette photo de Vincent Don et Henri après 9 jours d'errance là-haut. Elle est hyper touchante en fait. Hein. Vraiment hyper touchante. C'est une photo qui symbolise vraiment la difficulté à porter assistance dans cette époque-là. Et puis avec un drame qui est terrible derrière pour eux, parce qu'on va les abandonner là-haut. Enfin, vous la connaissez peut-être très bien cette histoire, mais voilà. Donc ça reste malgré tout une histoire importante qui vraiment est en lien avec la création du GSHM, qui est
l'ancêtre du PDHM. Et c'est une histoire qui touche encore les gens quand on en parle. On avait sorti le livre là, sur Vincent de Henry de Balue avec toute la version, avec les textes, avec les photos et les documents. Et on sentait que c'était encore... c'est toujours très vivace. Très vivace, ouais. Alors d'abord, il y a eu une histoire que moi, même dans cette version-là, je la connais mieux maintenant, parce qu'à force, j'ai pu explorer. Il y a deux choses que j'évoque là, un peu en filigrane, mais en tout cas, il y avait deux points qui, moi, me perturbaient dans cette histoire. C'est pourquoi Bonatti et Guézer se séparent de Vincent de Henry là au col de la Brème. Ça reste quand même... C'est pas bien. C'est pas hyper clair. Donc il y a eu une lettre de Guézer qui a été retrouvée par Balue, et qui est intéressante, qui dit ce qui se passe là-haut au col de la Brème, pourquoi ils sont séparés. Et puis la deuxième chose, c'est quand ils les mettent dans la carlingue de l'hélicoptère, ils leur promettent de revenir les chercher. C'est surtout ça en fait. Et qu'est-ce qui se passe là-haut après au refuge Valo entre Chapaz et Master, Bonnet, et puis le colonel en bas de l'EMHM. Ce que je sais, c'est que Chapaz et Bonnet étaient très proches avant, et ensuite ils vont quasiment plus parler de toute leur vie. Donc il y a quelque chose qui relève, l'un comme l'autre n'ont jamais voulu en parler de manière explicite. Mais voilà, donc qu'est-ce qui a poussé finalement à décider d'arrêter et de même pas redescendre pour aller voir s'ils étaient bien morts, juste ça, par dignité. Et, ils ont mis du temps à y retourner. Mois de mars, tout à fait. Donc ça reste, bon là ça n'a pas bougé dans cette version, c'est la même histoire, mais elle reste toujours aussi poignante. Je vais lire un petit passage, parce qu'en fait, qu'on comprenne aussi pour qu'on s'intéresse à cette histoire. Dans les semaines qui suivirent cet épilogue pathétique, des commissions furent désignées pour tirer les enseignements de cet échec. De ces réunions émergea, pas à pas, une nouvelle organisation du sauvetage. Les pionniers du secours héliporté avaient tenté l'impossible au prix de risques élevés, et par inexpérience, ils avaient échoué. Il était temps de trouver des solutions pratiques aux problèmes rencontrés. L'État entreprit ce travail et entra en liaison étroite avec l'ensemble des partenaires institutionnels de la montagne. Il impliqua aussi l'armée, la gendarmerie et enfin les représentants du ministère de l'Intérieur, notamment la protection civile. Dans son compte-rendu du 26 avril 1957, la Chamoniarde demande la création d'un corps permanent de sauveteurs volontaires, bénévoles ou professionnels, engagés par contrat à intervenir immédiatement et en toutes circonstances. La demande d'un cadre juridique, un contrat, avait été formulée depuis fort longtemps sans susciter de réponse de l'État, mais c'est malheureux à dire, cette fois le contexte était favorable. Un corps permanent de sauveteurs volontaires, même si le mot bénévole figurait toujours dans le texte, le temps de la solidarité montagnarde spontanée et gratuite avait fait long feu. Il fallait professionnaliser les secours en montagne. Le mot était lancé, mais qui prendra en charge cette mission ? Les guides n'en voulaient plus. Ils avaient trop d'activités pour assumer une nouvelle charge et après l'affaire Vincent Don et Henry, ils étaient dans leurs petits souliers. Les militaires, échaudés par l'immense responsabilité qu'ils avaient endossée lors de ce sauvetage et profondément vexés par son échec, préféraient se concentrer sur leur mission de formation et laisser à d'autres le soin de s'investir dans ce domaine. Les professeurs de l'École nationale de ski et d'alpinisme voulaient bien donner un coup de main dès lors qu'il s'agirait d'un secours à caractère technique, mais ne souhaitaient pas assumer l'entière responsabilité des sauvetages, car ils devaient assurer en priorité l'encadrement de nombreux stagiaires tout au long de l'année. Qui pouvait prendre une telle responsabilité ? Quel organisme aurait les moyens techniques, humains et la disponibilité nécessaires pour une telle entreprise ? Qui assurerait la charge financière de ce nouveau corps ? Peu à peu se dessine une piste. Pourquoi pas la gendarmerie nationale et les compagnies républicaines de sécurité, les CRS ? Il est vrai que les brigades territoriales de gendarmerie implantées dans les zones de montagne assuraient depuis toujours cette mission de secours. En secteur isolé, le gendarme représente tout à la fois l'État, la loi, mais il a aussi l'obligation d'assistance dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc c'est là quand même que la machine se met en route. Moi ce que je dis souvent c'est que c'est une patate chaude. En 57 personne ne veut le faire en réalité. Il n'y aurait jamais eu des gendarmes si à cette époque-là la mission était perçue comme noble et possible. Donc en fait plus personne ne veut la réaliser parce que le drame de Vincent Henry est vraiment très douloureux pour beaucoup de gens dans la vallée. Bon, d'abord il y a eu plein de tensions, là j'ai remis la position de Lionel Terré qui s'était quand même assez affronté en interne à la compagnie des guides. En fait c'est douloureux. Et donc en fait par défaut,
on va chercher les gendarmes. Non, mais voilà, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Il faut pas l'État, oublier. quoi, aussi. Enfin, quand on dit les Quand gendarmes, on cherche c'est- l'État, on Ouais, ouais. demande à ce que Ouais. l'État prenne en charge la mission, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, oui, c'est quand même un peu le début. C'est le début, mais ça reste toujours une histoire qui est vivante. Hein, quand on voit France Inter qui en refait Oui. une affaire sensible avec Fabrice ouais. Rouel, quand on voit qu'il y a eu des reportages, on voit qu'on en parle souvent de cette histoire. C'est le début, mais enfin, il faut quand même penser que Chamonix aussi vit dans une période, enfin là, je vais lire un autre passage, des accidents, il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de monde. Donc, il va falloir vraiment trouver une solution rapide. 22 sauvetages en 1957, je crois. Ouais, voilà, il y a le coup de gueule de Roger Frison-Roche. Chamonix bruit sans cesse de 100 000 nouvelles qui nourrissent le monde de l'alpinisme. Exploits inouïs et drames inacceptables. Les articles du journal local rythment à leur manière cette chronique souvent funèbre. La vallée, avec fatalisme, morbidité parfois, semble attendre les papiers désastreux. Chaque été apporte son hécatombe. Le 19 août 1957, Roger Frison-Roche avait lancé un appel aux alpinistes. Alerte à la montagne, avait titré le Progrès. 22 morts à Chamonix avant le 15 août, 17 sorties de sauvetage en 15 jours. Depuis son affectation, le lieutenant Pigaglio participe régulièrement aux réunions de la Chamoniarde. Se tenant en retrait, il évite de prendre position dès qu'il risque de froisser les susceptibilités. Il sait en revanche obtenir une écoute attentive et le soutien de ses chefs. Et le 2 octobre 1958, il reçoit enfin l'accord du ministre des Armées pour la création du groupe spécialisé de haute montagne. Confrontés à la réalité, les pionniers du GSHM sont d'emblée convaincus que la rapidité est essentielle si l'on veut sauver des vies. Ce n'est pas en descendant pendant des heures des agonisants à dos d'homme qu'on augmente leurs chances. L'avenir, c'est l'hélicoptère. Michel Sarrazin, Joseph Véron, Pierre Grospolier et Léon Pelin étaient affectés à la brigade de Chamonix pendant l'affaire Vincent et Henri, et certains avaient assisté en direct au crash du Serkowski. L'opération avait pourtant été à 2 doigts de réussir. Depuis cet épisode, les pilotes progressent au prix d'incidents ou de frayeurs quand ils se heurtent aux limites techniques des appareils. L'altitude fait perdre beaucoup de puissance au moteur et garde à la surcharge. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a eu quand même des accidents de surcharge, quoi. C'est dingue. Oui, le premier pour accident, sauver des morts, en plus. Oui, le premier accident, le premier nom de la plaque qui est là, ici, devant le bâtiment du PGHM, c'est le lieutenant Bernard Collard. Ouais. Et lui, en fait, il se crache le 2 ou 3 août 57. Donc, le GSHM n'est même pas créé. La gendarmerie envoie un hélicoptère ici pour un stage de formation à l'ENSA. Et il demande à être rerouté vers l'envers des aiguilles où il y a quelqu'un qui est mort, un arrêt cardiaque, pour aller chercher le corps. Et dans cet hélico, il y a donc, le lieutenant de gendarmerie Bernard Collard, il y a un guide, alors je ne sais plus son nom, il faudrait que je le retrouve là-dedans, un CRS. En fait, dans ce premier crash du 2 août 57, il y a les 3 composantes en fait, qui sont à l'intérieur de cette machine. C'est assez touchant ce drame. Donc Chesta et peut-être Rionda, ou je ne sais plus le nom de ce guide de la compagnie qui est mort dans ce crash aussi. Donc en fait, on a peur d'hélico. D'ailleurs, je le dis, hein, mais les anciens disaient que c'était des gens qui étaient célibataires qui devaient monter en priorité. Les pères de famille étaient rentrés en second dans l'hélico. Donc pendant au moins une dizaine d'années, l'hélico est quelque chose qui effraie en fait. Hein. Petit à petit, mais d'ailleurs, ça reste hyper dangereux. Hein. Je veux dire, quand on voit le nombre d'accidents, là aussi, je fais référence à cette stèle devant le PGHM. En fait, on a vu encore il y a 3-4 ans, encore un crash dans les Pyrénées avec chaque fois c'est 4-5 morts, quoi. Donc c'est énorme. Mais donc ça reste dangereux, quoi, même aujourd'hui. Oui, et puis il n'y avait pas non plus forcément l'expérience aussi à l'époque. Enfin, c'était encore il fallait nouveau, tout apprendre, en fait, la puissance de la machine, etc. Donc ça fait partie vraiment des grands apprentissages de ces époques, années 60 en particulier. Ouais. Et dans les années 60, en France, le petit monde de la montagne sort de la confidentialité. La presse, Paris Match en tête, s'éprend des héros de l'Alpe, et pas forcément à cause des drames, ce qui est nouveau. Jamais l'alpinisme n'a été aussi populaire. Il est possible de s'y faire un nom. À la suite de Maurice Herzog, de Lionel Terray, de Walter Bonatti, René de Maison arrive au premier plan. Il voit que la notoriété est un gage de revenus. Sans un nom, pas de contrat avec les marques. Il faut se contenter de ses honoraires de guide. S'il aime ce métier dont il parle très bien d'un professionnel du vide,
Il sait aussi qu'il n'assouvira pas ses ambitions d'alpiniste de pointe avec des clients, mais la célébrité a le don de réveiller les jalousies, les haines et les polémiques. De Maisons l'apprend à ses dépens pendant cet été 1966 quand il ramène 2 Allemands en perdition dans la face ouest du Petit Dru, la plus haute et la plus lisse paroi du granit des Alpes. La présence à ses côtés d'un clochard céleste, Gary Heming, illuminera ce sauvetage et lui donnera un relief sans précédent. Gary Heming est un de ces jeunes Américains qui, selon un de ses compatriotes, préfèrent tourner leur nez contre le rocher plutôt que de regarder le monde. Le monde, c'est pour eux la guerre du Vietnam où meurent leurs copains et la domination de la civilisation matérialiste qui les dégoûte. Avec la liberté comme valeur dominante, l'alpinisme se présente comme un refuge et un mode de vie. Ils vivent de rien et s'adonnent entièrement à leur passion. Donc là, c'est encore un nouveau drame super médiatique, voilà. Ouais. Alors c'est sûr que De Maisons, on a retiré quelques gloires un petit peu médiatiques, alors qu'effectivement il a participé bien en second dans cette histoire-là. C'était notamment Guillot qui était un super grimpeur qui venait du Verdon en particulier, et des Calanques, qui grimpaient très bien, et Gary Heming qui ont été vraiment à beaucoup être en tête dans ce secours. Mais bon, ce secours, ça a été la compétition entre les 3 caravanes de sauvetage, la caravane officielle qui est montée par le sommet des Drus, qui est redescendue en rappel, qui a essuyé un orage hyper féroce là-haut, et qui, d'ailleurs, quand ils arrivent à peu près au même moment tous, Gary Heming, Guillot, etc., arrivent cette vire avec ces 2 Allemands, au moment où du côté de la voie, enfin sur la face nord, il y a l'équipe de la compagnie et de l'ENSA qui rejoignent en même temps. Et on a cette espèce d'épilogue. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant dans cette histoire, c'est que la seule personne qui est le seul héros, c'est le compagnon qui est un médecin, j'ai plus non plus son nom en tête, qui est ami de ces 2 Allemands, qui va mourir étouffé dans son rappel. Et c'est lui le vrai héros en fait de cette histoire. C'est Gary Heming, évidemment, on le voit bien là, il fait la une de Paris Match. C'est malgré lui, mais... C'est malgré lui, mais c'est lui qui va être quand même la star en fait de ce sauvetage. Il va le payer cher. Il va le payer cher, je sais pas si ça a un lien avec son suicide, voilà. On ne sait pas trop. Mais, Tu crois qu'il y a un lien? Je sais pas. Je pense que la notoriété lui a pas réussi. L'a pas réussi du tout. C'est parce que c'est ce qui apparaît dans ça, le livre. Vous pouvez le lire dans le livre sur Gary Heming, sa biographie. Voilà, en tout cas, c'est un secours qui a des conséquences parce que finalement, De Maisons s'est exposé un peu fortement, là, en rejoignant de manière un peu sauvage la caravane de Gary Heming. Et derrière, effectivement, il va le payer un petit peu, je pense, indirectement, dans ce drame de 71 au Grand Joras avec Gousseau, avec Serge Gousseau. Le 4 mai 1971, René De Maisons est convoqué à la gendarmerie de Chamonix, 2 mois après avoir été secouru in extremis dans la face nord des Grandes Jorasses, au terme d'une épopée dramatique, marquée par l'agonie de son compagnon Serge Gousseau. L'affaire remue l'opinion depuis 2 mois. De Maisons a déjà été auditionné alors qu'il se trouvait encore sur son lit d'hôpital. Est-il responsable de la mort de son compagnon de cordée lors de cette tentative de directissime hivernale à l'éperon Walker? On a débattu de la question partout, y compris à la télévision, et Chamonix est en ébullition. 2 clans s'affrontent, il y a ceux qui rendent De Maisons responsable de la mort de son jeune équipier, et ceux qui pensent que l'efficacité des secours est en cause. Au fur et à mesure que j'ai connu la vérité, je me suis posé bien des questions sur l'insuffisance technique des organisateurs du sauvetage, accusera René De Maisons dans 342 heures dans les Grandes Jorasses. Le livre qu'il écrit 2 ans plus tard sur cette affaire hors du commun. A-t-on attendu trop longtemps à partir du moment où l'on a constaté que les grimpeurs étaient immobilisés pour venir les chercher? Certains s'étonnent que l'opération ait duré à peine une demi-journée, alors qu'on a mis des jours et des jours pour la décider. Est-ce que ce sauvetage raté ne serait pas une revanche de l'épisode des Drus? La justice a demandé à la gendarmerie de faire la lumière sur cette affaire qui prend les proportions d'un scandale. C'est au lieutenant Mollaret d'établir les circonstances de la mort de Serge Gousseau et la chronologie de l'engagement des secours. René De Maisons se souvient des auditions, des interrogatoires, dit-il, à la recherche de ses contradictions, de ses oublis et de ses imprécisions. La gendarmerie n'a pas fait les choses à moitié. Plus de 15 témoignages sont enregistrés. J'ai retrouvé les brouillons de la préparation de la dernière audition, celle capitale de De Maisons. Le lieutenant Mollaret a dressé une liste de 50 questions, pas moins. Je fus interrogé comme un criminel, se plaindra De Maisons. Dans sa recherche de l'enchaînement des faits,
L'enquêteur se montre impitoyablement précis. La confrontation dure plus de 8 heures dans un temps considérable pour ce type d'audition. Alors moi, c'est un des gros chapitres qui m'a pris beaucoup de temps en fait, parce que j'avais la chance d'avoir des enquêtes de Jean Amory et les brouillons des enquêteurs, donc c'était hyper intéressant d'avoir une telle matière. Et j'avais aussi la photo de l'audition de Maison à la Jean Amory, et il y avait cette photo qui a servi pendant l'audition qui est vraiment... Il explique tout. Et qui explique à la fois l'itinéraire et puis les nuits en fait. Donc là on est le 10 février 71, 11 février, etc. Jusqu'au 19 février, donc ça c'est les 9 jours dans la face. Puis après, à partir du 19 février, c'est un vendredi soir, ça va durer encore quasiment une semaine, ça va durer 6 jours avant qu'il soit secouru le jeudi qui suit. Et en fait, le secours patauge un peu en fait entre le moment où l'hélico va venir le premier soir en vis-à-vis, et puis il va y avoir cette espèce d'incompréhension entre le pilote, le mécanicien et puis René de Maison. Donc là ils sont à ce bivouac, c'est le sac de Serge-Gousseau, donc ils sont vraiment 80 mètres sous le sommet. Et moi ce qui m'a intéressé dans ce chapitre, c'était de prendre à la fois la narration médiatique, la narration de l'enquête, et puis le livre. Parce que ce livre, il est incroyable, ce livre, 342 dans la Grande Jurasse. Et en fait, ça collait pas bien, en fait, hein, dans l'enchaînement des faits. Et moi, ma conviction, enfin, ça c'est toujours pareil, hein, c'est toujours un doute, c'est qu'effectivement, le premier moment où il aurait pu demander le sauvetage devant l'histoire, il ne l'a pas fait, ça c'est sûr. Enfin, moi j'ai demandé à René, hein, et sa phrase, quand je lui ai demandé s'il avait fait les signaux de secours le premier soir, le vendredi soir, donc le 19 février 71, il m'a dit ils auraient dû comprendre. Donc ça c'était quand même quelques années avant sa mort. Et cette phrase, elle est... Donc ça, je crois que je ne l'ai même pas mis là, parce que c'est quelque chose que j'ai vu en échange a posteriori. Et c'est intéressant, parce que ça revisite complètement la manière dont on peut comprendre cette histoire, parce que lui, il n'a pas eu le courage ou la lucidité de demander le sauvetage à ce moment-là. Après, évidemment, il a accompagné son compagnon. Il n'a même pas cherché à sortir, en fait, hein, à partir du lundi. Donc Serge Gousseau va mourir dans la nuit du dimanche ou lundi. Donc là, on est le 19 février, c'est un vendredi soir. Ouais. Il va encore survivre 2 jours. Enfin, Serge Gousseau va encore survivre 2 jours. Il meurt dans la nuit du dimanche au lundi. Et du lundi au jeudi, René de Maison ne bouge pas. Il cherche même pas à faire. Et quand il va être secouru le jeudi, il redescend. Il n'a quand même pas de gelure. Il va pas être amputé, etc. Il va rien faire. Il va pas bouger de sa vire du lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pendant 4 jours, il bouge pas. Il fait rien. Il est juste solidaire de son compagnon qui vient de mourir, parce qu'en fait, il n'ose pas redescendre dans la vallée. Il cherche. Il est mal, il sait que il va être jugé, etc. Donc il se dit, peut-être qu'il vaut mieux que je meure là, en fait. Ah ouais. Donc je pense qu'il y a eu un cheminement comme ça. Et quand il redescend dans la vallée, il doit affronter le regard des autres. Et c'est là qu'il va chercher la polémique en disant, on va régler le compte de l'époque de 1966. Et les accusations sont fortes, hein, de la part de... On a vraiment voulu le laisser mourir, enfin, c'est ce qu'il dit. Bon, voilà, donc après, il y avait des confrontations, des caractères très forts, avec Gérard de Wassou, avec Maurice Herzog. Donc la vérité, elle est où? Voilà, c'est une histoire qui est extrêmement compliquée, mais passionnante, parce que voilà, il a quand même survécu de manière magnifique. Bah oui, mais ce qui est fou, c'est quand même c'était des accidents qui médiatiquement ont une empreinte incroyable, quoi. Qui restent encore aujourd'hui comme des moments qui sont connus, et puis qui étaient médiatisés comme un grand événement, comme des JO, etc. Enfin, c'est ça, la couverture, pour faire des unes. Là, quand on voit que 66, le secours donc là, c'est de Maison, c'est l'accident 71, et 66, c'est pareil, on a la couverture de match, donc on a 2 couvertures de match sur des histoires de secours en montagne. Je crois pas que depuis, je sais pas, il me semble que depuis des années, on n'a pas eu ça. Je crois pas qu'il y ait des couvertures de match sur des opérations de sauvetage depuis 30 ans. À part peut-être Revol. Oui, peut-être que Elisabeth Revol, tout à fait. C'est possible. C'est peut-être, Voilà, donc ça c'est des photos entre les 2 maisons, sur son lit, Capitaine Mollaret. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une grande époque. Et 71, c'est un mouvement assez important aussi pour la gendarmerie, parce que cette polarisation autour de l'accident de 2 maisons fait que les gendarmes prennent la main sur tout, en fait. À partir de l'été qui suit, la gendarmerie qui partageait encore le sauvetage avec les guides qui venaient en renfort, etc.,
ça se termine avec l'affaire de maison. Ouais. Un des accidents les plus atroces pour Pellin et ses hommes se produit le 16 juillet 1974 lorsqu'une avalanche balaie la face nord du Mont Blanc du Taku et emporte 2 cordées d'alpinistes. Dans l'enquête du PGHM, on lit qu'un bloc de sérac s'est détaché de la partie supérieure de la face nord-ouest et a déclenché une avalanche de neige entraînant les alpinistes. 6 jeunes de 16 à 18 ans, effectuant une sortie avec le comité d'entreprise d'EDF, ont perdu la vie avec leurs 2 accompagnateurs, un guide et un initiateur d'alpinisme de la Fédération française de la montagne. L'émotion provoquée par la mort de tous ces jeunes gens est considérable, mais le pire est l'attente des familles. Dans l'immédiat, il est impossible de leur enlever tout espoir. Les sauveteurs doivent pelleter à la verticale dans le boyau lugubre d'une crevasse où l'avalanche a englouti ses victimes. Le premier cadavre enseveli sous 4 mètres de neige, celui du guide, est remonté au bout de 6 heures. Malgré le renfort des militaires, il faudra passer des jours sous la menace d'une autre chute de sérac, à extraire les victimes entortillées dans leurs cordes, figées sous une neige tassée, quasi impossible à creuser. Entre-temps, la tempête s'est levée, la neige s'accumule, les sauveteurs se trouvent sous la menace d'une nouvelle avalanche. Pellin tremble pour les hommes, en tout 51 gendarmes avec 44 militaires à leur côté, 3 guides et un professeur de l'ENSA. Après les 2 jours de tourmente, les 18 et 19 juillet qui interdisent toute approche, plus personne ne garde espoir. Mais comment laisser ces corps, comment ne pas aider ses parents à dire au revoir à leurs enfants et atténuer un peu leur chagrin? Pour les anciens du PGHM, cet accident reste un de leurs plus affreux souvenirs et certains ne peuvent l'évoquer aujourd'hui encore sans que leurs yeux se brouillent en évoquant ces jeunes visages. Blanche Pellin m'a fait comprendre l'épreuve morale de son mari, coincé pendant 6 jours entre son devoir envers les familles et l'angoisse de voir ces hommes en danger, ses camarades, disait-il. Des accidents pareils peuvent changer le cours d'une vocation. La présence d'enfants morts est le plus insupportable des souvenirs. Après avoir vécu de telles situations, on comprend que certains secouristes demandent qu'on les dispense d'aller sur le terrain. D'autres continuent mais ne parviennent pas à effacer ces images de leur conscience tourmentée. Repartir en montagne, grimper, escalader, marcher, skier, s'entraîner, se refaire une santé morale avant le prochain sauvetage dont on ne sait quoi il sera fait, est une forme de thérapie par l'action. Oui, alors là, c'est un peu trash. Ouais, mais en même temps, c'est... mais c'est vrai que c'est... On parle pas assez du moral des troupes, quoi. Oui, mais de toute façon, ils sont enfin, moi, je les ai observés plus de l'extérieur parce que j'étais moins impliqué dans l'opérationnel après dans mes différents postes, notamment quand je gérais l'ensemble des PGHM. Mais il y a des gens qui vont très mal, oui. Bah oui. Parce que effectivement, c'est la succession de ce type d'événements. Alors là, c'est vraiment plein d'enfants qui sont morts, donc c'est extrêmement lourd. Mais pas que. En fait, il y a plein de traumatismes en fait qui s'accumulent au fil du temps. Et c'est un sujet qui n'est pas tabou. Hein. Au sein de l'unité, il y a une manière de l'aborder. Il y a plein de moments de convivialité, etc. Ils ont un petit coin, un petit bar. Il y a l'endroit où on prend les alertes. Puis en face, de l'autre côté, il y a un endroit où les gens, voilà, chaque soir quasiment, ils se retrouvent, ils débriefent. Et puis après, ils vont boire un coup. Mais c'est pas suffisant en fait. On se rend compte non, que il faut une formation aussi pour prévenir voilà. les familles. Donc ça, on a mis en place des ouais. choses dans les années 2000. On a beaucoup plus professionnalisé cette mission d'accueil des familles. On a aussi mis en place l'accompagnement pour les... Mais on n'est pas encore, sincèrement, on en parlait encore cette semaine, ils sont pas encore accompagnés suffisamment sur ces sujets-là. Parce que ici, c'est une unité qui relève à minima 100 morts par an. Donc ça, c'est la moyenne... classique, hein. La Haute-Savoie, c'est une centaine de morts par an. Et ben voilà, c'est 40 personnes ici, c'est 15 à Annecy. Donc voilà, ça fait un ensemble d'événements. Et selon la nature des relations, parce que ici, tu vas aussi ramasser des camarades qui sont guides, que tu connais très bien. Puis parfois, tu tombes sur des gens que tu aimes beaucoup, quoi. Voilà, donc c'est pas simple. C'est pas simple. Ouais. Donc c'est un très très lourd sujet, d'autant que c'est communautaire tout ça. C'est une communauté qui est même les guides, hein, enfin, tout guide que nous sommes au fil des décennies, en fait, c'est un long chemin il y a de la souffrance et de la tristesse dans cet univers-là. Donc le PGHM n'est pas sorti de ça, quoi, pas plus que les guides, pas plus que les gens qui vivent à la montagne, mais c'est extrêmement lourd. Voilà, donc je l'aborde à quelques endroits du livre. Déjà, il y a aussi le problème des suraccidents aussi. Enfin, il n'y a pas que le sauvetage, partir sur place. Non, énorme, mais en fait, ce que je voulais, moi, dans ce livre, à l'origine, parce que maintenant, quand même, c'est
un livre que j'ai plus en tête parfaitement. C'est la fin, les nouveaux chapitres que j'ai rajoutés. Mais sur le fond, je voulais vraiment témoigner de ce qui se passe à l'intérieur du PGHM. Ça me semblait important de dire les doutes, de dire la souffrance en interne, de dire aussi la question des choix, la décision, de s'arrêter, renoncer, etc. etc. Donc voilà, il y a pas mal de sauvetage qui aborde ces sujets-là, à travers le temps, à travers des figures. Voilà, Léon Pelin, c'était un des premiers aussi guides de la gendarmerie. C'est des belles personnes. Voilà, s'il n'y a pas le livre, ils disparaissent dans la mémoire collective en fait. Mais pour la gendarmerie, c'est quand même une unité particulière. Oui, complètement. Il y a le PGHM de Chamonix, puis il y a le reste du monde. Effectivement, il y a plein d'autres PGHM qui sont importants. Mais ici, il y a une telle densité opérationnelle. La gendarmerie, elle fait 5 à 6 000 opérations de secours en montagne en France. Et elle en fait 1600, 1800 en Haute-Savoie. Donc forcément, il y a 20 unités qui font ça, les 5000, 5-6 000, et il y a une unité qui en fait 1800. Voilà, donc ça donne un peu l'idée de la concentration de l'activité ici, quoi. Eh bien, on va continuer, mais un peu plus loin. Gravir un 8000 en hiver reste un exploit, surtout si l'ascension se fait sans l'air de corde fixe ni d'oxygène. Si hisser et en redescendre par la seule force de la volonté défie les lois humaines. L'histoire d'Elisabeth Revol au Nanga Parbat en ce début de l'année 2018, comme celle de Vincent Don et Henri en 1956 au Mont Blanc, va passionner l'opinion publique et animer les chaînes d'infos en continu jusqu'à son retour en France. Situé au Pakistan, le Nanga Parbat est une montagne immense, légendaire. Elisabeth Revol et Tomek Makiewicz savent que gravir le Nanga Parbat sans aide et en hiver sera un exploit immense. Le poids de l'histoire pèse sur leur projet. Ils connaissent bien cette montagne pour avoir déjà tenté son ascension à plusieurs reprises. Tomek en est à sa 7e tentative. Difficile de comprendre cette obstination des Himalayistes zizifs modernes d'une quête obsessionnelle. Le 25 janvier 2018 à 17h10, après une ascension qui a déjà duré 5 jours, Tomek et Elisabeth sont à portée du sommet. Dernière vidéo, à l'approche de l'arête, le vent se lève. Elisabeth distingue un pieu à neige et des drapeaux autour. Le sommet est là. Quand Tomek la rejoint, l'histoire bascule. Il ne voit plus clairement, il ne distingue même plus la langue frontale d'Elisabeth. Celle-ci raconte, maintenant, on était en mode survie. J'étais concentrée à 200%. La descente est lente, très lente. Tomek saigne de la bouche, l'absorption d'amphétamine lui offre un court répit. La nuit est une agonie. Elisabeth sait qu'il faut impérativement perdre de l'altitude. À 7500 mètres, elle passe l'alerte. L'appel au secours est pris en charge depuis la France par les proches d'Elisabeth, par son amie Masha Gordon, qui lance un appel sur un site de crowdfunding. Le succès est foudroyant et permet de financer les opérations. Au camp de base du Nanga Parbat, le cuisinier d'Elisabeth et Tomek est seul et impuissant, mais une forte expédition polonaise est engagée dans une tentative hivernale au K2, distant d'environ 250 km à vol d'oiseau. Une équipe d'alpinistes de haut niveau s'y constitue avec notamment le russe Denis Surubko et le polonais Adam Bielecki. Denis a un palmarès d'himalayiste impressionnant. Il est vivant par accident, s'amuse-t-il à dire. Le 27 janvier au crépuscule, 48 heures après le SOS d'Elisabeth, un hélicoptère écureuil B-3 de l'armée pakistanaise dépose l'équipe à 4800 mètres au pied de la voie Kinshofer. La cordée Urubko Bielecki est acclimatée et avance rapidement. À 1h50 du matin, ils sont à 6100 mètres et retrouvent Elisabeth qui a poursuivi sa descente à très faible allure pendant plus de 24 heures. Elle est épuisée, déshydratée. Un de ses pieds est gelé ainsi que l'extrémité de certains de ses doigts. Adam et Denis s'installent sous une toile de bivouac et la font boire, manger et prendre des médicaments. Après une longue et périlleuse descente du mur Kinshofer, des heures à combattre l'épuisement et le froid, Elisabeth arrive au pied de la montagne, sauvée. Le secours d'Elisabeth Revol s'inscrit dans une tradition de solidarité montagnarde avec l'intervention des Polonais du K2 et le soutien précieux de l'armée pakistanaise. Sur son lit d'hôpital, comme en son temps, René de Maison, après le drame des Grandes Jorasses, Elisabeth sera d'abord critique sur la lenteur de l'armée à lui porter assistance. Elle affirme avoir reçu pour consigne de descendre et d'abandonner Tomek pour que le sauvetage soit possible. Ce hiatus s'estompera au fil des semaines, mais cette idée d'un droit au sauvetage apparaît en filigrane de sa première réaction. Oui, alors ça c'est les nouveaux chapitres en fait. C'était important
de voir que toutes les réflexions qui sont installées ici à Chamonix sur sorte de droit au sauvetage, effectivement, les gens qui sont ici dans le massif, ils considèrent que c'est normal d'être secouru, et il y a quand même beaucoup de gens qui sont secourus. Et en Himalaya, c'était un lieu qui était moins soumis à cette idée-là. Les gens devaient être autonomes, devaient faire des expéditions avec les capacités de s'entraider au sein même de l'expédition ou entre expéditions. Et la première réaction d'Elisabeth, elle était particulière quand même, parce qu'elle reprochait quand même à une armée pakistanaise, qui est quand même une armée qui a autre chose à faire, qui a des conflits avec l'Inde, etc. Et de faire ce reproche-là, c'était complètement délirant. Bon, après, elle est revenue sur sa position, mais voilà, mais elle était dans le mouvement, elle est dans le mouvement de cette attente de dire quand on est en expédition en Himalaya, on a droit au sauvetage. Voilà. Et aujourd'hui, les gens payent des cautions énormes. Là, ils doivent laisser $30,000, je crois, au Pakistan. En Népal, c'est plutôt les assurances qui fonctionnent, mais en tout cas, il y a des vérifications d'assurance. Et aujourd'hui, c'est un système qui est en train de se professionnaliser. Donc, on a été, nous, la gendarmerie, avec la Fondation Yves Paul-Villard, la Fondation Yves Paul-Villard a fait un énorme travail de formation des guides au Népal et a aussi fait des formations pour le secours en montagne avec des médecins. Et on a contribué à la professionnalisation au Népal. Donc, ils sont performants, on le voit bien, ils sont de plus en plus forts, les guides népalais. Ouais. Ils sont capables de le faire. Mais ils n'ont pas encore créé un PGHM dédié à 100%, c'est une compagnie d'hélicoptères. Mais on est dans ce mouvement où ça va se professionnaliser. Ils font des trucs de dingue à plus de 7000. Ils ont fait des treuillages, ils ont déjà fait des opérations en haute altitude. Donc c'est un mouvement qui est en train de se mettre en place vraiment. Et est-ce que c'est bien, pas bien? Bon, voilà, je lance la discussion en tout cas dans le livre. Bah oui, tu termines par conclusion. L'accidentologie des sports de montagne en France reste plus élevée que dans les autres pays occidentaux. Nous détenons le triste record de la mortalité des guides de haute montagne, même si des efforts sont conduits pour la réduire. Ce bilan est une conséquence d'une approche culturelle du risque à la française qui perdure depuis des années. Avec une lecture un peu simpliste, les acteurs de la montagne craignent d'assumer cette réalité au risque de nuire à l'image de la montagne. Le sujet est ainsi devenu tabou et se fonde sur un certain relativisme qui se retrouve dans le discours dominant. Les influenceurs, les responsables de la communication ou du marketing, les pratiquants eux-mêmes nourrissent la mise en abîme du risque et des sensations fortes d'athlètes talentueux qui magnifient l'expérience ordalique de la montagne. Ce bruit médiatique constant des réseaux sociaux est aujourd'hui amplifié par des outils autrement puissants, les plateformes de streaming vidéo en ligne Netflix, Amazon, Prime, YouTube, avec leurs différentes de séries à impact planétaire. Cette ligne de communication domine largement l'espace médiatique aujourd'hui et au cœur de cette dynamique, la magnificence du solo. Et c'est vrai que... Mais donc quand on regarde ce qui sort comme film à fort impact, que ce soit Free Solo dans Yosemite, que ce soit The Alpinist, etc. Et puis même tout ce qui est fait ici, sur le freeride, sur les slacklines, sur même le bus rouge, enfin voilà, on est sur une narration de la montagne qui exacerbe en permanence la mise en risque. Et on est quand même en France, alors les Américains le sont un peu, mais dans la pratique de base, ils ne le sont pas du tout. Les gens sont très très prudents aux États-Unis. Quand on fait du ski de rando, moi j'ai habité en Colorado l'année dernière, ils sortent nulle part en fait, ils font tous la même chose, etc. Il y a quelques alpinistes américains qui engagent beaucoup, mais sur le plan sociologique, c'est pas du tout le cas. Et quand je parle d'exception française, on a une réalité qui est très, très spéciale et qui est, je pense, très sociologique. Et on n'arrive pas à sortir de cette chose-là. Je trouve qu'on est beaucoup dans le déni de ce sujet. Donc j'essaie quand même de dire des choses, parce qu'on est toujours à dire, on pratique beaucoup la montagne, nous, en France. Donc on a plus d'accidents, mais parce qu'on pratique plus la montagne. Mais c'est faux. On la pratique plus dangereusement. On la pratique plus dangereusement. Surtout quand tu parles des guides, quand tu dis qu'il y a plus de guides qui meurent en montagne. Il suffit juste de comparer les Suisses et les Français. On a des montagnes, on ne peut pas dire qu'on a des montagnes moins difficiles que les Suisses. On a un rapport de 1 à 2 de la mortalité depuis 30 ans, pas sur une année, depuis 30 ans. Ils ont en moyenne 3 à 4 guides qui meurent par an, on en a 9, nous, en moyenne, sur 30 ans. Voilà. Donc, c'est qu'une moyenne, parce que quand on regarde le détail, les promos de guides, au bout de 40 ans, il reste pas grand monde. Il y a 20 à 30% de mortalité en général en moyenne sur les promotions. Donc voilà, donc cette réalité, on ne veut pas l'aborder, c'est plus sérieusement sur la notion de culturelle.
Et la culture, elle se fabrique ici, beaucoup, parce qu'il y a les écoles nationales qui sont ici. Et voilà, on est dans un lieu, Chamonix, qui exacerbe en permanence la mise en risque. Et moi, j'ai perdu plein de gens, y compris des gens qui étaient des gendarmes qui sont morts en base jump. À la mort le soir, les gens sont contents. Parce qu'il est mort dans sa passion, quoi. Et donc, stop et fin, on referme le livre de l'explication et on est content parce qu'il est mort dans sa passion. Voilà, tout va bien. C'est ce que disait Boivin, vivre à fond. Un jour comme un lion plutôt que 100 jours comme un mouton. Quoi. Exactement, voilà. C'est vrai que c'est pas donc c'est un peu court, comme lecture des choses. Donc voilà. Donc ce sujet, il a beaucoup d'impact en fait, parce que dans la manière de pratiquer, un jeune de Chamonix, moi je pense à mes enfants, etc. En fait, c'est très banal de faire le glacieron, etc., toutes ces choses-là. C'est banal, mais ça l'était pas. C'est hyper banal. Donc il y a plein de choses qui sont devenues des banalités, qui restent quand même des choses très sérieuses, parce que le curseur est monté doucement depuis des décennies. Alors on était avec quelques skieurs extrêmes, des Anselme Beau, qui étaient, voilà, il y en avait un ou deux, et puis c'était rien dans les années 60, 70, voilà, et puis ils étaient à leur place. Et là aujourd'hui c'est l'hyper norme en fait. L'exploit devient l'hyper norme. Et ça décale ce fameux curseur de la prise de risque. Et tu crois que c'est un lien avec la gratuité des secours Pas trop, non. Moi, je vois vraiment ça sur l'aspect sportif ici. Le fait que Chamonix, pour tout un tas de raisons qui sont liées à la morphologie des montagnes, mais qui sont liées à la sociologie des gens qui habitent à Chamonix, puisqu'on concentre tous les frappadingues de la Terre viennent ici, en fait. Donc en fait, la banalisation de toutes ces activités, elle est liée aussi, on concentre sur le plan international, beaucoup de gens qui viennent habiter ici. Donc forcément, si tu concentres tous les fous furieux dans le même lieu, la norme devient plus élevée. Enfin, c'est un peu simpliste ce que je dis là, mais c'est ce que j'observe moi depuis des années. En tout cas, c'est comme ça. Finalement, de faire une petite rando pépère, c'est nul, quoi, ici. Oui, puis dès qu'il y a 10 cm de neige, on a l'impression que tout le monde est allé skier partout. C'est ça, oui, voilà. Mais, donc on est sur un curseur qui est monté, et on s'en rend même plus compte. Voilà. Et comme on est tous un peu avoir des amis qu'on a perdus, qu'on ne veut pas être en jugement, on dit il est mort dans sa passion. Voilà, c'est la super réponse qu'on a pour. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Plus de. Je pense qu'il faut déjà ouvrir cette réalité, il faut en parler, de dire qu'on est sur une réalité qui n'est pas du tout insignifiante. Voilà. Il y a réellement beaucoup de gens qui meurent. Le dire, c'est rabat-joie. Moi, je n'ai pas envie d'endosser cette responsabilité d'être le rabat-joie de service. Mais de le dire chez les guides que c'est quand même hyper grave quand tu es professionnel de la sécurité. Quand moi, je fais des conférences avec des patrons et que je leur dis qu'on a une mortalité de 20%. C'est pas rassurant, c'est vrai. Dans l'exercice d'un métier professionnel, c'est-à-dire que tu n'es pas là pour toi. Le guide, il encadre des gens qui viennent le payer pour la sécurité. Et quand tu dis ça, tu dis il y a un problème quand même. Donc il faut qu'on retravaille là-dessus. Donc là, ça a quand même avancé, mais on est loin du compte. Et après, c'est les différentes organisations qui doivent regarder ça avec lucidité. Mais comme on ne veut pas nuire à l'image de la montagne en disant c'est dangereux, on est dans une espèce d'impasse parce qu'on veut dire que c'est beau, c'est magnifique, mais on ne veut pas dire que c'est dangereux. Voilà. Il y a juste le maire de Saint-Gervais qui est beaucoup dans cette posture-là, mais il a raison de le dire, parce que c'est une réalité. Et nous, on veut dire que ça reste beau, c'est magnifique, patrimoine immatériel de l'UNESCO, etc., mais ça ne suffit pas. Il faut un peu descendre dans la compréhension plus fine des accidents, des causes racines. Et là, aujourd'hui, ça reste encore tabou, il y a des petites choses qui se passent, mais c'est encore un peu marginal. Voilà, donc c'est un chantier, ça c'est un gros chantier. Mais c'est un changement culturel que les gens doivent au moins vouloir. Ils ne le veulent pas pour l'instant. Moi, ce que j'observe, c'est que moi, j'ai l'impression de temps en temps de dire des choses, mais on n'est pas audible. Par rapport au mouvement, quand je décrivais, moi j'étais directeur commercial chez Petzl. Je ne vais pas donner le budget de marketing de Petzl. C'est des millions d'euros. Donc entre la Chamonniarde qui va publier 2 communiqués par an et Salomon, Petzl, North Face, etc., qui va balancer sur YouTube, etc., des images partout dans le monde. L'éclat total. Ça ne sera pas audible. Donc on est dans ce mécanisme-là. Et comme je dis à la fin du livre sur la partie l'amplification par Netflix, effectivement, les codes de Netflix rendent un discours paisible, serein, etc., inaudible, parce que ça ne fait pas de l'audience en fait. Les gens ils veulent du sensationnel et ils ne vont pas aller regarder quelqu'un qui se promène dans la montagne, regarder les petites fleurs, et puis même une séquence. Moi j'ai vu, on a fait 12 minutes l'année dernière pour Netflix,
Et en fait, il voulait juste qu'on parle que de la mort. Mais on veut dire juste donc que c'était beau, mais ça ne les intéresse pas. Donc soit c'est l'exploit qui intéresse, les 14 8000, etc., soit les pentraide, mais on a du mal à communiquer sur la normalité. Voilà. C'est bien dommage. Et même, regarde vos livres, hein, où est-ce qu'il y a une montagne normale dans les 50, les 30 ans d'édition Guérin? Il y en a quand même avec un peu de poésie quand même, il y en a qui sont... Attends, on prend les livres là, on les compte, et on regarde ceux qui ne sont pas dans l'exploit ou dans la partie un peu supérieure de mais c'est vrai. Dans le narratif, il est à 90%. Voilà. Et moi j'ai lu récemment un livre chez Glénat, donc je vais faire la publicité, de Louis Oreiller, donc, qui était garde-chasse, qui est un livre magnifique de paysans de montagne, de gars qui connaît les animaux, etc. Bah, c'est un espèce de livre perdu au milieu mais c'est un très très beau livre. Voilà, mais en tout cas, on n'y peut rien tous, mais le grand narratif de l'alpinisme, c'est l'exploit, la mise en danger, la haute altitude ou le drame. Point barre. Et que ce que vivent les gens, alors pour le coup, 90% des clients des guides, ils vivent pas ça. Hein. Ils vivent ni l'exploit, etc. Ils vivent une montagne douce. Et c'est là, elle est très peu racontée. Il faudrait presque un Thalassa à la montagne. Mais il y a eu. Il y a eu, mais effectivement, l'espèce de douceur de la montagne, elle a plus sa place dans le récit. Elle n'a pas sa place, vraiment. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Mais en plus, les jeunes générations, elles vont faire du bloc à Fontainebleau, elles vivent en groupe, ils font des trucs tranquilles, ils aspirent. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un truc qui est bizarre. Le narratif ne correspond pas à la réalité vécue. Bon, tu as quand même des livres comme 8 montagnes de Paolo Cognetti, qui sont des livres un peu plus calmes. Mais qui connaît mais par contre, ça intéresse moins le public. Exactement. C'est pas toujours évident. Même le bouquin de Pascal Bruckner, qui est super beau. Même Blanc reste un livre. C'est ça. Nous sommes dans la grande traversée des Alpes. C'est ça, tout à fait. Oui, mais voilà. Oui, on en a quand même. Il y en a quelques-uns, mais ils sont pas. Après, dans la littérature, c'est encore différent parce que c'est pas les films non plus. C'est quelqu'un qui raconte un truc. C'est pas le même ressenti, je trouve. Oui. Les images, elles banalisent beaucoup plus que les écrits. Enfin, il me semble. Hein. Donc, si vous avez envie d'explorer un petit truc, j'en parle parce qu'on a fait l'année dernière un podcast avec Radio Globule ici à Cham. Donc, j'en parle parce que c'est 10 histoires de secours en montagne. Ah ouais. C'est l'informe altitude. Et chaque fois, on en tire une leçon en fait. Donc, c'est 12-13 minutes et ça reprend des histoires un peu importantes du secours en montagne. Voilà. Donc il suffit d'aller sur le site de Radio Globule et vous trouverez le podcast. Super. En tout cas, merci d'être venu pour nous parler de cette réédition. Et puis, donc les deux derniers chapitres qui évoquent donc l'Himalaya, 2 des questions un peu d'organisation du secours aujourd'hui. Puis je rends hommage au papa de Quentin aussi, voilà, parce qu'il a ouvert ce livre. Donc moi ce livre, effectivement, je pense qu'il n'y aura pas de 4e réédition. Non, il n'y aura pas, je le dis clairement, parce que pour moi il commence avec Alain Rouillot, aux droite, qui était mon premier secours en arrivant au Pays de la Chaîne, et puis Alain a disparu l'année dernière. Et voilà, donc pour moi c'est un livre qui est fini, qui ne peut pas aller plus loin en fait, tu ne peux pas raconter plus loin que ça, quoi. Voilà, il y a une très belle photo d'Alain. Oui, sa dernière photo. Quentin connu évidemment. Voilà. Et donc c'est cette question de la liberté, mais à quel prix? Oui. Voilà, donc ce livre, il sera comme ça, il va s'arrêter là, comme ça. Voilà, mais c'est déjà pas mal. Mais déjà, moi je trouve que c'est un livre qui a le mérite d'être super intéressant pour les gens qui s'intéressent au secours. Oui, ça permet de le revisiter. Et de poser des questions aussi, de se poser des questions sur la pratique de la montagne. Tout à fait. Parce que sans les secours, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas autant de gens qui se baladeraient en montagne. Non, c'est sûr que ça a un impact sur la pratique. Et puis alors, depuis, moi je me souviens quand le portable est arrivé dans la vallée de Chamonix. Ah, mais ça a été l'explosion. Pour les secours, ça avait été vraiment dur. C'est sûr. Quand il y avait des gens qui venaient 2 fois de suite dans la journée, allô, vous venez nous chercher, là on est coincés. Non, mais bien sûr, mais ça c'est sûr mais on est rentré dans une autre ère, là, franchement, on est sur de l'assistance en fait. Hein. On assiste les alpinistes. On ne secourt pas les alpinistes, on assiste les alpinistes. En fait, d'ailleurs, il faudrait débaptiser secours en montagne. Hein. C'est assistance en montagne. Mais enfin, voilà. Donc, oui, voilà, mais après, on est une société du bien-être, on veut protéger. On est assisté partout.
On a assisté avec la Sécu, on a assisté avec... Voilà, donc la montagne est devenue un lieu normal qui s'est normalisé par rapport à cette idée d'assistance. Donc les véritables héros, c'est les secouristes, les assistants. Non, mais des très belles personnes. Là, j'aurais pu en raconter encore des secours. Il y en a eu en 2020, mais quand même, il y a plein de héros très discrets. Des héros très discrets, il y en a plein dans ces unités-là. Donc c'était l'idée du départ, il y a 20 ans maintenant. Parce que il y a 20 ans, en fait, le début de ce travail. C'était de rendre hommage à ces héros très discrets du PGHM, qui avait quand même des générations depuis 30 ans avant, 40 ans, qui avaient déjà fait un sacré boulot sans qu'ils aient jamais été cités, au sens du collectif. Il n'y a jamais eu leurs dons, les noms que j'ai mis là. Ils avaient fait un sacré boulot pendant les 40 ans, parce que moi je l'ai écrit à peu près quand je suis arrivé, c'était les 40 ans du PGHM. Et là on est aux 60... quelques. Donc c'est toi la mémoire du PG finalement. Non, et là ce qui est bien, c'est qu'il oui, mais là il y a un nouveau livre qui est sorti d'un jeune patron, pas adjoint du PGHM, avec du dessin. Et c'est des histoires un peu récentes, c'est quelques histoires. Voilà. Là l'idée, c'était le collectif dans quelque chose d'un peu plus large. Merci beaucoup. S'il y en a qui veulent faire dédicacer leur livre, si c'est déjà fait. Merci à toi. Non, mais merci à vous d'être passé. Merci à vous d'être venus. Merci. Bon, après, c'est sûr que Claude, toi qui as connu tout. Toi qui as la mémoire. L'évolution de l'alpinisme et des secours, tu as dû en voir. Surtout cette notion d'assistance, quoi. Quand tu vois les gens qui sont on était engagés, une barre rocheuse, hop, même des alpinistes confirmés. Je pense que c'était l'année dernière, des gens qui avaient fait une voie de Grande Joras, par extrême, enfin genre... Grande Joras quand même, quoi. Oui, Grande Joras quand même, genre les Proncros qui redescendent et puis à la Rimée, ça passe pas bien. Non, mais c'est sûr. Après. Et comment. En plus, tout. Réglementer ça Non, je pense que on est dans le champ de l'éthique et de la conscience, en fait. Et c'est tout. Et ça, c'est pas quelque chose que tu recrées en deux claquements de doigts, quoi, en fait. Redonner de la conscience. Avant, un guide qui appelait les secours, c'était douloureux. Maintenant, il n'y a aucun problème, on appelle le secours. Avant qu'il ose appeler les secours. C'est ça. Non, là, c'est... Carole, je me pose une question. La différence entre Suisse et France, c'est qu'en Suisse, si on a un abonnement à la Rega, l'assistance est gratuite. Oui. Si on n'a pas, tu payes avec ton assurance. Si tu n'as pas l'assurance, ça coûte très cher. Oui, tout à fait. C'est un service public. Oui, tout à fait. Même quelqu'un qui ne serait pas assuré du tout, même à la Sécu, etc. Parce que maintenant, parfois, dans quelques départements, il y a des médecins qui facturent la prestation médicale. Et des petites choses comme ça. Mais sinon, c'est gratuit. L'hélico, les secouristes, etc., c'est gratuit. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, pour faire des donations, le PGHM interviendra même sans demande, en voyant le temps qui passe? Je pense qu'ils iraient plus loin dans la vérification. Alors déjà, le fait qu'il y ait la communication par le portable, etc., fait que la vérification, déjà ça change complètement la possibilité de vérifier des endroits où on doit... Mais peut-être qu'il travaillerait quelqu'un pour juste checker, quoi, c'est possible. Oui, parce qu'aujourd'hui on ne voit pas ce genre... Enfin, j'espère qu'on ne verra pas ce genre. Non, je pense que le PGHM va au moins vérifier, va toujours vérifier. Voilà. Donc la vérification se ferait probablement en trouvant quelqu'un. Il y a plein de situations où le PGHM, là, récemment, va intervenir. Même, on a déposé des paires de crampons sur des cordées qui avaient perdu un crampon ou cassé un crampon. Et on va venir déposer le crampon. Non mais voilà, mais je veux dire, ça va jusque-là, quoi. Donc le problème, c'est qu'à partir du moment où tu es saisi par un appel ou une inquiétude d'une famille, même si c'est pas la personne dans la montagne elle-même, tu es obligé, nous on est légalement obligé d'engager de manière continue une action, parce qu'on doit rendre des comptes en fait de tout ça. Donc en fait, c'est une sorte d'obligation à l'engagement. Mais là, j'ai débriefé cette semaine, on était au Montanvert avec un groupe, et on a fait refait vivre le secours de 2020 là, au sommet du Mont Blanc avec 2 Anglais qui étaient... je sais
sais pas si vous avez entendu un truc vraiment non, mais très engagé pour le PGHM. Ah, ouais. Et en fait, si, je me souviens, Espinasse, on en avait parlé. Non, c'était 2 alpinistes assez aguerris qui sortaient de Petré. Et il y avait des orages qui étaient annoncés le soir. Ils avaient fait déjà un gros secours au maudit dans le mauvais temps en caravane pédestre la journée, jusqu'à midi. Et ils s'engagent l'après-midi avec une grosse menace d'orage, mais c'est vraiment au sommet du Mont Blanc, derrière sur l'arête du brouillard, mais un endroit hyper difficile d'accès. Et ils y vont et ils engagent vraiment. Enfin, moi j'ai entendu la narration cette semaine. Quand tu écoutes la narration, tu dis waouh. Là, il y a plusieurs moments où ils sont sans filet. S'il y a la moindre personne qui dérape, c'est 3 morts, 2 secouristes et une des victimes en bas. Et il y a plusieurs séquences comme ça où ils sont limite. Tempête, sommet du Mont Blanc, altitude, personne qui ne tient pas debout, etc. Donc c'était un gros secours, franchement. Et en fait, ce secours, on l'a transformé en serious game, donc en petit atelier pour des dirigeants. Et chaque fois, en fait, on leur fait faire 5 bouts de décision. Et tous les dirigeants avec qui je le fais, jamais ils prennent la branche hyper engagée que prend le PGHM. Et moi, en ayant fait ces ateliers depuis septembre, c'est assez récent, je me suis dit quand même c'est bizarre, quand je demande à des dirigeants de se remettre dans la situation de ces choix, jamais ils prennent le même choix que le PGHM. Donc je me dis, par rapport à la question que j'évoquais tout à l'heure sur le niveau de risque que tu fais monter sans t'en rendre compte au fil des générations, je me suis dit, là, quand même... Peut-être que le PG devrait montrer l'exemple. Exactement, mais en faisant too much, c'est too much. En fait, dire, non, là, désolé les gars. Ouais. Et là, ils ont... Il pourrait le dire, mais il pourrait le dire, et puis en bien validant l'exposition au risque, le procureur, le préfet, etc., c'est sécure sur le plan juridique, cette décision. Elle ne poserait pas de problème, personne ne reviendrait là-dessus, même si la personne, elle meurt. Tu es au sommet du Mont Blanc, sur la du brouillard, il y a l'orage, c'était quand même l'orage, le sujet, plus la tempête, etc. Le PGHM n'y va pas, c'est acceptable. Le PGHM, quand on regarde les armées, l'armée américaine ou l'armée française ou l'armée anglaise, etc., quand il y a quelqu'un derrière les lignes qui est perdu et qu'on doit monter une opération parce que c'est une vie versus, je sais pas moi, on va aller... Il y a eu les forces spéciales françaises qui ont perdu comme ça en Érythrée, en Éthiopie. Voilà, et donc en fait, c'est le même corps. Bien sûr. Donc, comme c'est le même corps, il y a un moment où... une grosse prise de risque. Ça s'insire dans les écoles militaires déjà à la base, qu'il faut apprendre à un moment donné ok, quelle est la valeur d'une vie? Et je dis ça parce que j'ai grandi au Liban et avec des stages avec l'armée israélienne. Les Israéliens sont ceux qui ont poussé ça le plus loin. Là, ils avaient même valorisé. Ah ouais. Oui, mais... versus. Bien sûr. Et donc ils allaient chercher très loin. Et effectivement, avec les histoires d'héros qui viennent avec, etc. Mais je pense que malgré tout, cette question du sacrifice, et là c'était la discussion cette semaine, elle a encore sa place. C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, même si la fenêtre de tir est hyper étroite, alors le problème c'est que c'est souvent ici. Donc se sacrifier une fois tous les 10 ans, mais si tous les mois tu vas te sacrifier pour des crétins qui ont fait n'importe quoi, tu vois, à un moment donné, le sacrifice, ça va pour quelque chose qui a une haute valeur morale. Et la réflexion, elle est compliquée, parce que la vie, c'est une chose, mais derrière la vie, il y a des erreurs qui ont été faites pour la mettre en danger. Voilà, et ça, on ne l'intègre pas dans la réflexion. C'est que d'un côté, il y a un militaire qui est en opération, et qu'il faut aller récupérer parce qu'il faisait son métier, qui s'est mis en danger parce qu'il faisait son métier, et à l'autre extrême du spectre, il y a un crétin qui prend un risque inconsidéré. Un crétin, on raconte l'histoire d'Olivier Sourzac au Grand Joras avec sa cliente, le mauvais temps est annoncé, ils sont lents, etc. Il y a plein de gens qui sont engagés pour essayer de monter là-haut, c'était pas possible, mais les Italiens ont très mal vécu le fait que, y compris un gendarme du PGHM, soit allé là-bas. Alors les Italiens ont dit on n'y va pas, sous ce sauvetage, ils ont dit on n'y va pas. Et malgré tout, ici, il y a une équipe de l'ANSA, de l'école des guides, de la compagnie, des guides indépendants, et un gendarme du PGHM qui sont allés là-haut pour essayer de tenter. Et les secouristes italiens, ils ont trouvé ça lamentable, de ne pas être capable d'accepter qu'il a fait des erreurs, on ne va pas prendre des risques, et d'ailleurs, ils n'ont rien pu faire. C'était un peu la gesticulation, mais les Italiens ont très très mal vécu cette histoire.
en disant pourquoi vous, les Français, Mais c'est pas un peu vous remettez le complexe, couvert. c'est le complexe Vincent Doré-Henry, c'est toujours le même complexe, quoi. Ben, à quel moment tu t'arrêtes? Non, mais c'est quelque part, c'est un peu ça aussi. Mais c'est toujours la même histoire. Parce qu'ils en sont toujours restés, ils n'ont toujours pas digéré, quoi. Mais bien sûr. Ouais. Enfin, il me semble, hein. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que... Plus loin, c'est la culture française, hein, c'est le vivre dangereusement, mais c'est aussi la responsabilité de tous. Enfin, ça s'ancre dans les valeurs françaises. Mais je pense, moi, je pense qu'il y a un truc qui est très lourd, en fait, autour de ça. Et moi, au fil des réflexions des années, des réécritures, etc., je me dis, on a un sérieux problème. Ouais. Nous, les alpinistes, et moi le premier, hein, je me sens pas hors de la communauté. Il n'y a jamais d'analyse qui a été faite plus profonde pour savoir. Il faudrait faire une grande analyse collective. Une grande psychanalyse. Mais exactement. C'est le reste de la psychanalyse. Il n'y avait pas Anne Je pense Duflo qu'il faut Montel aller qui avait un peu écrit faire là-dessus sur la prise de risque, l'éloge de. la notion de Il y a David Le Breton liberté, qui était venu en conférence l'année dernière, c'était super intéressant, il y a 2 ans. Mais je pense que là, il y a un énorme sujet. Il y a un énorme sujet. Qui n'a jamais été vraiment creusé. Ouais, non, elle c'était sur la. Je sais plus, pas la fin. De toute façon, elle est décédée, cette psychanalyste, mais elle était vachement intéressante. Ah, mais Anne Lorbock. Anne Duflo Montel. Ah, d'accord. Ouais. D'ailleurs, elle est morte en voulant sauver des enfants qui se noyaient. Elle a réussi à sauver de la noyade cette jeune fille et elle est décédée. Mais il faut qu'on accepte qu'on ne soit pas toujours des êtres rationnels, quoi. À la fin, on est aussi. Non plus. Bon, bah merci. Un vaste sujet. Merci beaucoup. Les dates sont C'est vraiment wow.